Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du cours relatif aux statistiques à deux variables et pour poursuivre le cours de statistiques descriptives, nous allons rappeler quelques notions. Alors en quatrième, on a étudié des éléments de statistiques descriptives à un caractère d'une population donnée. Il nous permettait dans un premier temps de représenter des données numériques sur différents types de diagrammes, donc des diagrammes circulaires, des histogrammes, comme des diagrammes en bâtonnet, et des polygones d'effectifs ou de fréquences cumulées. Il nous permettait également de calculer des paramètres de position comme la moyenne, le mode, la médiane et les quartiles, et également des paramètres de dispersion comme l'étendue, la variance, l'écart type et les écarts interquartiles. L'étude statistique à deux variables se fait en trois étapes. La première, on recherche le lien logique entre les variables dont on étudie le comportement. Lorsque deux séries de données varient l'une en fonction de l'autre, il existe deux types de relations de causalité permettant de les classer. La relation de cause à effet, exemple, la variation du nombre de journées froides en hiver influence directement celle de la consommation de mazout pendant cette même période. Et la relation de cause commune, il est peu probable qu'il existe un lien entre la variation de la consommation de mazout de chauffage en hiver et celle de la vente de gants pendant la même période, mais les deux variations de ces deux caractères sont probablement le résultat de température à cette saison. L'analyse de la régression, elle a pour but de décrire la nature fonctionnelle de la relation entre ces variables lorsqu'elle existe. La régression réduit les données d'un phénomène complexe en vue de le représenter par une loi simplificatrice. Dans notre cas, on représentera le nuage de points par une droite. On parle de régression linéaire. L'analyse de corrélation, dont le but est de mesurer le degré d'association entre les variables, la corrélation entre deux variables est le lien, donc la dépendance statistique, qui unit ces deux variables. C'est ce que nous recherchons. La corrélation peut s'étudier dans un domaine beaucoup plus vaste que la statistique, mais les méthodes sont les mêmes. Alors la table de corrélation est un tableau à double entrée donnant les effectifs des deux caractères. Exemple, le tableau ci-dessous donne la taille et le poids des élèves d'une école. Il s'agit d'une table de corrélation à deux entrées. Le problème est de savoir s'il existe une corrélation entre ces deux variables. Alors, sur le tableau, vous remarquez les i, les indices qui évoluent de 1 à 10. Ils correspondent à la taille des élèves, xi. Ces tailles sont regroupées. Donc, nous avons une première catégorie pour des élèves qui mesurent 1,25 m jusqu'à 1,31 m. Et la dernière catégorie, la 10e, les élèves mesurent entre 1,79 m et 1,85 m. On verra plus tard qu'on va regrouper ces élèves au centre de la classe. Donc, par exemple, pour la première, entre 1,25 m et 1,31 m, on va regrouper les élèves. Ils mesureront la taille médiane de la classe, c'est-à-dire 1,28 m. Nous voyons également un J qui évolue de 1 jusqu'à 13. Le YJ correspond au poids des élèves. Donc le poids représentait la première catégorie entre 45 et 49 kg pour un poids médian de 47 kg. Et la 13e, la dernière catégorie pour les Y, un poids compris entre 93 et 97 kg, c'est-à-dire 95 kg de poids médian. Nous voyons également apparaître un total NI, comme en statistique à une variable, qui correspond aux effectifs. Ici, on parlera d'effectif marginal selon X, donc selon la taille. Et nous voyons la dernière ligne, les N'J, qui correspondent aux effectifs pour le poids, donc les effectifs marginaux selon Y. Le nombre total d'élèves, donc l'effectif total de cette école est de 1517.
Alors, donc, dans ce tableau, on a l'habitude que chaque classe soit caractérisée par son centre. On en a déjà parlé. Donc, on va se retrouver avec des colonnes et des lignes qui donnent lieu à une série statistique simple et elles pourront être étudiées dans une prochaine vidéo séparément. Le polygone des effectifs aura la forme d'une courbe en cloche. Afin de simplifier l'exposé oral, nous effectuons un sous-regroupement en classe repris dans le tableau suivant. L'ensemble des calculs de la série initiale est livré pour comparaison. Donc on reprend le tableau complet et nous allons regrouper, comme nous le montrons, les trois premières classes de poids. La première, la deuxième, la troisième. Nous allons faire la même chose avec 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13. Il est à noter dans cette répartition que dans la série initiale, nous avions 13 catégories de poids différents. Si nous voulons faire 4 catégories, il y aura lieu de se poser la question comment diviser 13 équitablement par 4. Alors, je l'ai fait au hasard d'une certaine manière, mais on aurait pu par exemple regrouper les 4 premières et puis les autres séparer en 3 ou placer 4 séries au milieu. On verra que ce choix ne se fait pas au hasard. Il y a lieu de penser à minimiser l'erreur. On regroupe généralement un maximum d'élèves dans une catégorie où ils sont peu nombreux pour que ça ait une répercussion moindre sur la qualité des calculs ultérieurs. On va donc maintenant, selon X, regrouper de la même manière les 3 premières, les 3 suivantes et les 4 dernières. Alors, si le choix selon Y dans cette répartition est relativement heureux, nous verrons qu'en ce qui concerne la répartition des tailles, ce n'est pas souhaitable de regrouper les 4 dernières parce que dans cette école, une majorité d'élèves mesurent entre 1,61 m et 1,85 m. Il aurait mieux valu regrouper les plus petits en 4 groupes plutôt que 3. Cette erreur a été faite volontairement pour montrer que l'on ne réalise pas ce genre de calcul sans comprendre les implications qu'ils auront dans la suite des calculs. Alors, vous voyez des petits rectangles apparaître à l'écran pour regrouper maintenant les élèves d'une même catégorie. Nous avions dans la série initiale 10 fois 13, c'est-à-dire 130 catégories d'élèves différents dans cette école. En travaillant de cette manière, nous allons en retrouver 3 fois 4, c'est-à-dire 12 séries différentes. Vous avez bien compris que l'on allait simplifier fortement les calculs, mais que ça allait avoir un impact non négligeable sur la qualité des calculs effectués. En regroupant de cette manière les élèves, nous allons retrouver une table de corrélation regroupée qui est beaucoup plus facile à utiliser, mais moins précise. Donc, le gain en temps de calcul se fait au détriment de la précision de l'ensemble. Donc, en effectuant ce regroupement par classe, à partir du tableau brut de données, vu le nombre important de tailles et de poids différents, on nous poussait déjà à regrouper ces données par classe. Le tableau ainsi formé étant trop volumineux, nous avons effectué un deuxième regroupement pour faciliter les choses. Donc, selon X, nous allons noter maintenant dans le tableau les centres de classe XI pour la taille et YJ pour le poids. Et comme nous vous l'avons dit, le gain en calcul va se faire au détriment de la précision du résultat final. Il est à noter que nous ne calculons pas les paramètres réels de la série statistique initiale. Donc, on ne calcule pas la vraie moyenne de taille, ni la vraie moyenne de poids, par exemple, mais une estimation de ceci, dont la qualité va dépendre de la largeur des classes choisies. Plus une classe sera large, plus on va regrouper un nombre important d'élèves dans cette catégorie, et plus l'estimation sera mauvaise. Donc, le petit calcul d'erreur qui en découle, dans le tableau total, le regroupement par classe donc entraînait des largeurs de classe selon la taille de 6 cm. Alors, dans le meilleur des cas, on ne commet
aucune erreur. Donc un élève mesure une taille qui correspond au centre de la classe, mais dans le pire des cas, soit l'élève est beaucoup plus petit, soit l'élève est beaucoup plus grand. Dans le pire des cas, l'erreur maximale commise sera de la moitié de la largeur de la classe, dans ce cas-ci 3 cm. L'erreur médiane, celle qui vient se placer au milieu entre 0 et 3 cm, sera une erreur d'1,5 cm. Selon Y, on peut faire le même raisonnement. Des largeurs de classe de 4 kg vont engendrer une erreur médiane de 1 kg, c'est-à-dire située au milieu entre 0 et 2 kg. Par conséquent, la moyenne réelle, si on avait utilisé toutes les données brutes, se situera entre la valeur de la moyenne estimée, majorée ou minorée de l'erreur maximale dans le pire des cas et de l'erreur médiane en général. Alors, en effectuant maintenant avec le tableau compacté un regroupement en classe, nous allons avoir, selon la taille, des largeurs de classe donc de 1 à 2 de 18 cm, qui génèrent une erreur médiane de 4,5 cm. La troisième catégorie, nous avons 4 classes, donc qui donnent une largeur de classe de 24 cm, et ça engendre une erreur médiane beaucoup plus large de 6 cm. Selon le poids, pour les 3 premières catégories, les classes ont une largeur de 12 kg, c'est-à-dire une erreur médiane de 3 kg. La 4e classe, elle, fait 16 kg de large, ce qui engendre une erreur médiane de 4 kg. Notons cependant, en ce qui concerne la taille, que la répartition importante de la population dans la 3e classe, donc 1209 élèves sur 1517, accroît l'erreur médiane qui se rapproche de 5,5 cm. Par contre, pour le poids, la 4e classe ne comporte que 30 élèves sur 1517, elle sera donc négligée et l'erreur médiane restera de 3 kg. Alors, on va terminer cette vidéo d'introduction avec quelques petites définitions et notations. Donc l'effectif, on dit aussi la répétition, du couple XI, YJ est le nombre d'éléments de la population dont les valeurs du caractère sont respectivement XI et YJ. Nous la noterons NIJ, le I correspondant à la IM ligne et le J à la JM colonne. Donc par exemple, l'effectif du couple X3Y2 est noté N32. Il y a donc 687 élèves qui se retrouvent dans cette catégorie. L'effectif marginal, selon X, donc si l'on travaille selon la taille, ça correspond à la dernière colonne du tableau, il est noté NI et il correspond à l'élément XI. C'est la somme des effectifs de tous les couples XI, YJ, quel que soit le YJ. On a donc, avec le symbole sommatoire, NI est égal à la somme des J évoluant de 1 jusqu'au nombre de classes selon Y. Donc par exemple, dans le tableau compacté, nous avons 4 catégories selon Y, des NIJ. Si nous développons cette somme, nous obtenons NI1 plus NI2 plus NI3 et ainsi de suite jusque NICY. Notez que le I ne varie pas. De la même manière, l'effectif marginal selon Y se note N'J. Notez cependant le petit symbole prime. Effectivement, dans la pratique, lorsque je travaille avec un J égal à 4 et un I égale 4, il devient très difficile de distinguer N4 de N4. À partir du moment où vous voyez le prime apparaître, N4 correspondra au NI, l'effectif marginal selon X pour la 4e ligne, et N'4 correspondra à l'effectif marginal selon Y pour la 4e colonne. Pour le symbole sommatoire, nous obtenons N'J est égal à la somme des I évoluant de 1 jusqu'à Cx, donc le nombre de classes selon X, NIJ. Exemple, N2 vaut 16 et N'1 vaut 1. L'effectif total, on le note grand N, dans certaines études on le note petit n, de la série, c'est le nombre des observations effectuées, donc il peut correspondre à la somme des effectifs NIJ, donc la double somme des NIJ pour les I évoluant de 1 à Cx et les J évoluant de 1 à CY, la somme des effectifs marginaux selon X, NI
quant à elle, est égale à la somme des i évoluant de 1 à cx ni, et la somme des effectifs marginaux selon y, n'j, est égale à la somme des n'j pour les j évoluant de 1 jusque cy. Voilà, j'espère que j'ai été clair et je vous retrouve dans une prochaine vidéo de statistiques à deux variables pour maintenant étudier les deux séries statistiques séparées. À bientôt sur Mathérapie.